Bonjour à tous et bienvenue dans ce question-réponse. Comme vous pouvez le voir, je suis en déplacement. Pourquoi? Eh bien pour faire des reportages pour le moins originaux, mais je vous en parlerai dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est tout simplement de répondre aux questions que vous, la communauté, vous m'avez posées. Donc je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer les questions par email via un formulaire sur le site web combatproven.org ou sinon, eh bien, si vous laissez vos questions sous les commentaires ou sur Instagram ou sur Facebook, mais le plus simple encore une fois c'est via le formulaire, eh bien nous mettons tout ça dans un fichier et moi eh bien après eh bien je vais répondre à vos questions sur ce petit format vidéo. Allez, c'est parti, jingle. Alors aujourd'hui, nous avons Enzo qui nous dit vous nous avez décrypté l'appontage très sport d'un F-18 sur porte-avions américain qui sort de la procédure standard. C'est une vidéo effectivement assez sympa. Cette manœuvre ayant pour but de minimiser la durée d'immobilisation du bâtiment. Alors d'immobilisation au sens, le bâtiment ne va pas pouvoir être vraiment manœuvrant pendant la récupération, mais le bâtiment n'est pas immobile en soi, généralement il avance, ça dépend du vent. Ne serait-il pas intéressant de l'enseigner à tous les pilotes confirmés de l'aéronaval? De base, le retour se fait quand il fait beau au break, ça permet une certaine cadence. Après, c'est un compromis, nombre d'avions que l'on récupère, rigueur, taux de réussite à l'appontage. Donc si vous mettez un petit peu tout ça, que vous secouez le cocotier et que vous voulez pouvoir récupérer de nombreux aéronefs en même temps, c'est quand même généralement l'idée lors d'une pontée, comme on les appelle, c'est ces mouvements où ça part et ça revient. Eh bien, la tactique, la procédure actuelle est très efficace. C'est ce que les Américains appellent le Case One. Pourquoi? Parce que vous avez le bateau qui est là, vous avez tous les avions qui tournent, qui sont empilés au-dessus, qui sont à une vitesse qui est certes assez faible pour un chasseur, dans les 300 nœuds, mais qui reste correct d'un point de vue tactique. Donc pour ce qui est de cet appontage très sport avec le déroulé posé, eh bien j'ai tout simplement envie de dire c'est pas dans l'intérêt du contribuable que l'on investisse du temps d'entraînement. Pour ça, c'est plus utile que l'on investisse notre temps d'entraînement, nos heures de vol, pour s'entraîner à ce que sera vraiment plutôt nos opérations, à ce que ressemble plus au moment de sollicitation du groupe aérien. Donc c'est une multitude d'avions qui partent ou qui reviennent. Et à partir de ce moment-là, les procédures actuelles sont les plus adaptées. Ce type d'appontage un peu sport, dextérité, c'est pas ce qu'on recherche. Et avec le crédit d'heure de vol que l'on a, on va s'entraîner plus à la tactique ou à autre chose. Enzo, j'espère que ça répond à ta question. Très bonne question d'ailleurs. Je me serais sûrement posé la même question. Nous avons Dominique qui me dit bonjour à tes. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire un vol sur un des simu Rafale de Landy. Donc simu, simulateur, Landy, la base de Landy Visio, là où nous avons 3 flottilles de chasse, la 11F, la 12F et la 17F. Donc c'est l'aéronaval pour des pilotes et des officiers de marine, du personnel de la marine, des mécaniciens marines, des techniciens marines, des ingénieurs marines. C'est bien l'aéronaval, différente de l'armée de l'air et de l'espace. Je suis pilote d'aéroclub depuis de nombreuses années et j'ai trouvé le vol très facile sur le simulateur. Est-ce que dans la réalité, c'est la même chose? Évidemment, je ne parle pas de ce qui manque dans un simulateur, à savoir les accélérations et turbulences. Merci pour la réponse lors de ta prochaine session sur YouTube. Et Dominique, il a bien compris. Parfait. Donc, oui, Dominique, un avion de chasse moderne est fait pour être facile à piloter quand tout va bien. C'est comme un Airbus. Un Airbus, c'est fait pour être très facile à piloter. C'est pour ça qu'à un moment, ils disaient même un enfant peut le piloter. C'est vrai, ce sont des avions qui sont très faciles à piloter parce que la charge du travail du pilote ne doit pas se porter sur le pilotage, mais doit se porter sur la gestion du système, sur l'optimisation des trajectoires et du pétrole et des contraintes environnementales pour un pilote de ligne, sur vol, auto, enfin le trim constant à 1G, la position du pilote automatique. Tout est pensé pour que ce soit facile à piloter. Comme ça, on gère sa patrouille. Nous, en tant que pilote, nous pouvons nous projeter dans la tactique. Et la partie pilotage, quand tout va bien, est facile. La petite dichotomie, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où vous avez des pannes
de tous ces systèmes d'assistance, donc les commandes de vol électriques. Dominique, c'était la première fois que sûrement que tu volais avec un avion qui a des commandes de vol électriques. Donc les commandes de vol électriques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai mon manche, j'ai mon joystick, je tire à fond sur le manche, mon impulsion, mon ordre de tirer à fond sur le manche part vers un ordinateur. L'ordinateur regarde les conditions météo, les conditions de masse, mon altitude, ma vitesse, tout ça, et dit je vais faire bouger toutes les commandes de l'avion de manière à optimiser au maximum la levée du nez, la prise d'altitude. Pourquoi? Parce que le pilote veut monter aussi fort que possible. Sur un avion d'aéroclub, DR400, si vous tirez à fond sur le manche, ça va vite redescendre, c'est pas une bonne idée, donc ne le faites pas en temps normal. Donc là, il y a vraiment un ordinateur qui travaille pour nous, donc ce sont des styles très différents. D'ailleurs, ce sont des avions qui sont naturellement instables, donc sans l'ordinateur, on aurait du mal à les piloter. Ok, Bertrand qui nous dit « Salut AT, merci pour tes contenus pertinents. » Merci. Je me demandais si tu avais déjà eu des frayeurs au cours de tes vols. Lesquelles? Ah oui, oui, j'en ai eu quelques-unes. Là, je vais juste te parler d'une. Justement, comme Dominique est pilote d'aéroclub, moi, j'ai commencé pilote d'aéroclub à 14 ans. J'ai été lâché à 15 ans. Et ça devait être à mes 17 ans. Je revenais du championnat de France de pilotage de précision. J'ai fait deuxième. J'étais tout content. Et je revenais d'Ussel, dans le centre de la France. Je remontais vers Cergy-Pontoise. J'étais à l'aéroclub hispano-suiza à l'époque. Et je me pose à Saint-Cyr-l'École, le terrain de Saint-Cyr-l'École, pour déposer une personne que je remontais d'Ussel. Et posé à Saint-Cyr-l'École, je vérifie le pétrole. C'est un Cessna 152, elle est haute, les réservoirs sont sur les hauteurs. Je fais l'inspection de mes réservoirs avec une sorte de pipette graduée. Ça me dit qu'il reste du pétrole et tout. Je décide de poursuivre sans refaire le plein pour gagner du temps par rapport à la nuit. Mais pour moi, j'avais largement ce qu'il fallait en pétrole. Et du côté des Mureaux, travers les Mureaux, en route vers Cergy, je me suis mis à avoir des ratés moteurs. Et les moteurs qui faisaient bref, pas une situation d'avenir. Je commence à regarder pour me poser pour me vacher, comme on dit, du côté des Mureaux, tout ça. Et au final, le moteur arrivait à tenir, donc ça faisait on, off. Et je me suis posé en urgence avec les pompiers qui m'attendaient à Pontoise. Et au final, eh bien, on a remis beaucoup d'essence dans l'avion. Et à ce jour, je ne m'explique toujours pas pourquoi est-ce que j'étais persuadé j'ai vérifié, d'avoir de l'essence, donc fatigue, pipette, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais voilà, j'étais pas jeune, j'étais pas vieux, et c'était une petite frayeur. Pour les frayeurs en chasseur, j'en parlerai à l'occasion. Donc voilà, donc lesson learn, on peut pas avoir trop de pétrole tant qu'on n'est pas à la masse max. Quelle est la panne technique, toujours Bertrand, quelle est la panne technique que tu as pu redouter? On peut penser à la panne moteur, y en a-t-il d'autres? Oui, en monomoteur, c'est principalement la panne moteur. En super étendard, j'ai eu la chance d'être déployé. On est parti en exercice Joint Warrior dans le nord de l'Angleterre. D'ailleurs, j'ai des vidéos sympas. Et moi, j'avais un petit peu peur à l'époque en super étendard de perdre mon moteur au-dessus de l'eau froide. L'eau était à 2 degrés. Donc, s'éjecter par 2 degrés, c'est pas une situation d'avenir pour les doigts. Je voulais avec des gants en néoprène d'ailleurs dans mon gilet d'anti-G. Donc ouais, la panne moteur, c'est pas top. Sinon, ce qui peut être gênant également, ça va être le blocage des commandes de vol. C'est d'ailleurs un problème de contrôlabilité qu'on m'avait fait dérouler au simulateur lors de mon Simu 9. Donc pour être lâché sur Super Étendard ou sur Rafale, on fait 10 simulateurs. Le simulateur numéro 10, votre 10e séance, c'est une répétition de votre vol réel, parce que moi j'ai à chaque fois été lâché en monoplace, tout seul dans l'avion. Le Simu 9, ce qu'on appelle un peu le Simu saturation, et je me rappelle très bien que sur Super Étendard, on m'avait fait des soucis de contrôlabilité de l'avion, parce que forcément, si vous avez du mal à le contrôler, c'est pas top. J'en parlerai pour un avion, un Airbus qui s'est pris un missile et qui a été ramené grâce à la gestion différenciée de la conduite moteur. Très intéressant comme histoire. Frédéric qui me dit « Bonjour, c'est bien, merci Frédéric. Bonjour à toi. Utilisez-vous souvent le pilote automatique lors de missions, notamment le maintien d'altitude en rafale pour les vols longs par exemple, ou pour vous soulager un peu en préparation d'armement aéronef? Oui, l'idée de l'IHS, l'idée de
de minimiser sa charge de travail, c'est d'avoir recours aux automatismes. À partir de là, le pilote automatique est là pour vous aider, c'est votre meilleur ami, et surtout, il pilote souvent mieux que vous. Donc pourquoi s'augmenter la charge de travail quand vous pouvez déléguer une certaine partie au pilote automatique? Donc, sur Super Étendard, c'était moins facile, le pilote automatique était moins performant, voire il ne tenait pas dans certaines conditions. Sur Rafale, le pilote automatique est très intéressant. Je vous renvoie vers malheureusement l'accident de la collision entre le Tigre et l'hélicoptère de l'ALAT, l'aviation légère de l'armée de terre, où l'hélicoptère est descendu. Là où je veux en venir, c'est que quand vous êtes au combat, souvent il y a de multitudes de piles d'assiettes, comme on dit, de multitudes d'aéronefs, drones, tout ça, à des altitudes différentes. Et rien n'est mieux que de se mettre au pilote automatique, au maintien d'altitude, parce que vous allez avoir votre attention qui va être accaparée par la situation tactique. En Rafale Marine, encore une fois, comme sur Rafale C, nous sommes tout seuls à bord. Et donc du coup, eh bien, il faut déléguer intelligemment à la machine ce qu'elle fait mieux que nous. Donc il faut connaître nos points forts, nos points faibles, et le maintien d'altitude sur une période prolongée sous forte charge de travail, le pilote automatique est largement meilleur que moi. Autre question de Frédéric, pensez-vous qu'un jour la communauté aura droit à un Rafale version F2 dans DCS? Pas un jour peut-être, j'aime bien le terme de un jour, comme ça je me mouille pas trop. Voilà. Bon, bah, je vais vous abandonner pour ce cursus-là. D'autres vidéos à faire aujourd'hui, notamment un mix entre maritime et aéronautique. Mais je vous en dis pas plus. Prochaine vidéo de questions-réponses, eh bien, je la sortirai mercredi parce que j'ai pas mal de questions encore en stock. Donc, je vous prépare tout ça et je vous dis à mercredi prochain avant de reprendre un format un peu plus classique où nous aurons les questions le mercredi et le dimanche, un contenu spécial. Et fin février, début mars, une annonce assez sympa à vous faire. Allez, d'ici là, passez un excellent week-end, stay safe, fly safe et à bientôt.